Au sommaire de ce nouveau numéro de Toute une histoire, j'ai vécu pendant des années avec ce qu'on peut appeler un pervers narcissique qui a failli me détruire. Sylvie et Marianne partagent la même histoire. Je ne me décrivais pas du tout comme une femme battue. Bon, il claque une porte, il jette un verre par terre. Bon, il m'a attrapé par le bras, un peu bousculé. Et puis un jour, il donne une gifle. Puis un jour, un coup de couteau. Puis un jour, il vous jette par la fenêtre. Une histoire dans laquelle la violence se cache derrière les apparences. Dès que j'achetais quelque chose, il fallait que j'aille dans les plus grands magasins. Et quand on sortait, il fallait que je porte tous mes bijoux. On aurait dit un sapin de Noël. Il achetait des choses qui lui plaisaient à lui. Il mesurait la hauteur de ma robe. Il me refermait mes boutons. Il m'achetait des manteaux de fourrure. J'ai horreur de ça. Quand je voulais pas remplir mon devoir conjugal et qu'on était en vacances, je me retrouvais à dormir dans la baignoire de la salle de bain. J'étais sa chose. Deux parcours que commentera pour nous Samuel Mergui, l'un de nos psychologues. Je ne vous perçois plus du tout victime, c'est-à-dire que vous vous affirmez, vous êtes combative. L'important, c'est pas qu'est-ce qu'il a fait de moi, mais qu'est-ce que je vais faire moi-même de ce qu'il a fait de moi. Bonjour à tous, merci de nous être de plus en plus fidèles. Bonjour Sylvie et Marianne, merci d'être avec nous. Vous ne vous connaissez pas, mais l'équipe de la rédaction a aujourd'hui décidé de vous réunir sur notre plateau, car vos histoires ont beaucoup de similitudes. Vous aviez tout pour être heureuse, une vie confortable et luxueuse, un compagnon attentionné, mais tout ça n'était qu'illusion, car derrière les murs de vos belles maisons, vous viviez sous l'emprise d'un homme qui vous a fait subir des violences psychologiques et physiques. Face à vous et tout au long de l'émission, un duo d'experts, Samuel Mergui, psychologue, clinicien, et Marc Gégère, qui nous donnera son point de vue d'avocat sur ses affaires. Sylvie, vous êtes directrice à l'international dans la haute gastronomie et vous êtes également écrivain. En 2013, vous avez publié un roman intitulé L'autre. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots le sujet de ce livre ? Alors, c'est un livre qui parle du destin parallèle de deux femmes qui se retrouvent 10 ans après les attentats du 11 septembre, donc au moment de la commémoration. Toutes les deux ont perdu leur mari et elles ont été finalement libérées parce qu'elles ont perdu deux bourreaux. Donc ça pourrait être les histoires que vous allez nous raconter aujourd'hui finalement, puisque toutes les deux vous avez été victimes d'une sorte de bourreau. Oui. Hein. Vous avez respectivement 49 et 53 ans et c'est à peu près au même âge que vous avez fait la connaissance de l'homme dont vous allez nous parler aujourd'hui. Sylvie, vous gardez quel souvenir de votre rencontre avec cet homme-là ? C'était un homme qui ne correspondait pas du tout aux critères que j'avais avant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de totalement différent, quelqu'un qui était plutôt calme, à l'écoute, un peu effacé, qui avait une position sociale. À l'époque, je sortais de mes études, donc il y avait une position sociale, il était chef d'entreprise. Et j'ai eu l'impression de rencontrer presque un prince charmant. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que je rencontrais ma moitié. Voilà. Qu'est-ce qui vous séduisait chez cet homme-là ? Tout l'inverse de ce que vous aimiez, c'est-à-dire vous aimiez quel genre d'homme avant ? J'aimais les chefs de bande, j'aimais à l'époque, moi j'ai connu ceux qui décalaminaient leur peau avec leur 103 SP, j'ai connu ceux qui faisaient des virages au frein à main sur le gravier, enfin des bad boys, quoi. Voilà. Ouais. Et lui était vraiment, il a fait de bonnes études, il était confortable. Mais ça vous a attiré ça peut être super rasoir, non ? Non, parce que j'étais un peu fatiguée de tous ces bad boys, en fait. Enfin, tous ces bad boys, je ne veux pas non plus. Mais j'étais fatiguée, j'avais besoin de poser ma tête sur l'épaule de quelqu'un, j'avais besoin d'être un peu protégée, j'avais besoin... Et il me donnait l'image d'un protecteur. Mais, quand même, j'avais une toute petite voix intérieure qui me disait...
méfie-toi, et je ne l'ai pas écouté. Pourquoi méfie-toi? Méfie-toi parce que je sentais que ça déraillait par moments. Je sentais que sa voix déraillait, je sentais que son regard fuyait, je sentais que par moments, quand j'étais faible dans mon discours, je ressentais cette petite lueur de jouissance. Mais je l'ai analysée après. Marianne, est-ce que vous retrouvez l'homme dont vous êtes tombée amoureuse dans la description que nous fait Sylvie? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai rencontré très jeune un prince charmant, quelqu'un qui... Vous aimiez les bad boys, vous aussi? Alors non, non. Mais je pense que j'étais peut-être simplement flattée parce que c'était quelqu'un qui avait une bonne situation et qui s'intéressait à moi. Et puis surtout, il disait que j'étais la femme de sa vie, qu'il voulait qu'on se marie, qu'on ait des enfants tout de suite. Et moi, ça me paraissait merveilleux. Je me sentais quelqu'un d'important. Voilà. Et exactement comme Sylvie, je le trouvais merveilleux. Il y avait une petite voix intérieure? Toutes les cases étaient cochées, mais il y avait parfois, je me disais, ça c'est vrai que c'est peut-être pas bien normal. Mais bon, j'ai tout fait. Par cette exemple, voix. quel genre de détails Il me faisait des remarques très blessantes. Par exemple, on se préparait pour sortir, on allait au cinéma, il me disait « mais tu sors comme ça ». Du coup, je disais « comment ça, comme ça ?» Ben, oui, enfin, tu ne te rends pas compte. Ah bon, bah tant pis. Bon, bah écoute, ça ne fait rien. Enfin, d'une façon telle, extrêmement méprisante, et je me sentais, je disais non, mais je vais me changer. Quand je commençais à être un peu reconnue dans mon travail, tout de suite, il me disait mais tu es contente là de ce que tu as fait? Enfin, c'est bourré de fautes, c'est un torchon. Mais on ne t'a pas dit que c'était... Ah mais parce qu'ils ont pitié de toi. Enfin, mais vous réagissiez comment, par exemple, quand il vous disait ce travail nul, il est bourré de fautes? Vous réécriviez, vous le refaisiez? Bah oui, d'abord j'avais confiance en lui, il savait de quoi il parlait. Donc quelque part, ça vous faisait grandir quand même, ça vous faisait progresser. Mais c'est ce que je me disais. Je me disais, au fond, ça me fait grandir, il a raison. Sauf que non, ça ne me faisait pas grandir parce que rien ne trouvait jamais grâce à ses yeux. C'est comme mes tenues. Si j'avais des talons, j'avais l'air d'une girafe. Si j'étais à plat, j'avais l'air d'une fermière. Si je mettais une jupe, j'étais là pour exciter tout le monde. Si je mettais un pantalon, j'étais un sac. Alors, comment pouviez-vous dire qu'il vous aimait alors? S'il vous faisait tant de reproches? Avec le recul, je pense qu'il ne m'aimait pas, parce que je pense que ce sont des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes et qui sont simplement incapables d'aimer. Et moi, j'avais l'impression que cet intérêt factice qu'il me portait, j'étais dans la confusion. Pour moi, c'était de l'amour. Et je me disais, bon, ben, au fond, oui, il a sans doute raison, il faut que je m'améliore. Et puis, bon, comme je dis, il y avait des bons moments aussi. Hein. Il disait que j'étais la femme de sa vie, que c'est avec moi qu'il voulait passer le reste de son existence. Donc, j'y croyais. Ou j'avais envie d'y croire. Donc il soufflait le chaud et le froid, voilà, on va dire. Hein. Donc un manipulateur. Samuel Mergui, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, clinicien, et vous travaillez notamment avec le docteur Roland Coutenceau, expert auprès des tribunaux. La violence conjugale, ça commence souvent comme ça ? Pas forcément. En fait, ça dépend surtout de quel type de violence on parle. Très souvent, les violences conjugales, ça s'inscrit dans une problématique relationnelle, une pathologie de la relation. Et finalement, les deux partenaires vont amener les deux ingrédients qui vont permettre le cocktail explosif. Donc, les violences peuvent être réciproques et ça peut devenir un moyen de communication. Mais là, en l'occurrence, on parle d'une situation où il y a vraiment un agresseur, une victime qui est vulnérable. C'est pas toujours le cas. Voilà, ça peut être un mode de communication. Voilà, alors après, quand vraiment on a cette situation, on va bien avoir une personne qui abuse d'une autre personne plus vulnérable, là encore, ça dépend du type de violence. C'est-à-dire que les violences physiques, quand elles sont uniquement physiques, ça correspond à une perte de contrôle. Donc il n'y a pas forcément de manipulation. Par contre, quand il s'agit de violences psychologiques, comme c'est a priori le cas aujourd'hui, là oui, on peut parler de manipulation, d'emprise. Et effectivement, voilà, Ouais. je vous sens rassuré. Non. Ce que je voulais dire, c'est que vous parlez de personnes qui sont victimes. Souvent, les manipulateurs, dans le harcèlement moral, ils ne vont pas s'attaquer à des personnes qui sont affaiblies, parce qu'il n'y a pas de challenge. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt s'attaquer à des personnes qui ont une forte personnalité, qui ont un statut social, elles aussi. Et donc, c'est là qu'il y a la bagarre. Et c'est ça qui les intéresse. Détruire. Voilà. Oui. C'est-à-dire que si vous êtes à terre dès que vous le rencontrez, ça ne l'intéresse pas. Ils vont s'attaquer à presque. Il faut une faille quand même. Il faut une faille. Évidemment, mais nous on la connaît vous pas. l'avez la cette faille. Non, mais là, vous Parce l'avez qu'à chaque exprimé, fois que vous Marianne, avez votre parlé de lui, faille. vous avez dit
Ces remarques étaient extrêmement désobligeantes, culpabilisantes, méprisantes, mais fondées. Voilà. Donc il y a une faille. Il faut qu'il y ait un coin dans lequel on peut s'enfoncer. Sinon, vous êtes inattaquable. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense souvent à cette boule de terre. Il vous caresse au début, puis il sent un petit quelque chose, et puis il gratte, et d'un seul coup, cette boule de pierre qui était pleine explose, parce qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Tout à fait. Alors Marianne, en plus de ces brimades quotidiennes, de ces remarques, vous avez connu les coups de votre compagnon. Donc ce n'était pas qu'une violence psychologique, hein. Il y avait aussi une violence physique. Comment s'est-elle installée, cette violence physique ? Mais c'est insidieux, c'est-à-dire que les violences physiques, elles commencent quand même souvent par des violences psychologiques. Au départ, moi, je ne me décrivais pas du tout comme une femme battue. Je disais, mais pas du tout, mais il ne lève pas la... Mais non. Bon, il claque une porte, il jette un verre par terre, il jette de la nourriture dans la cuisine. Bon, il m'a attrapé par le bras, un peu bousculé. Et puis un jour, il donne une gifle. Puis un jour, un coup de couteau. Puis un jour, il vous jette par la fenêtre. Mais ça se fait pas. Vous savez, moi, je compare ça un peu à une secte. Quand on regarde les gens dans les sectes, qui ont l'air d'être des gens intelligents, on se dit, mais enfin, comment les gens en arrivent à faire des choses pareilles? Parce qu'au début, on leur tend la main, on leur fait un sourire. Après, on leur dit, ben, venez à notre réunion. Ensuite, on les entoure de compassion et d'amour. Et puis un jour, on leur demande de l'argent. Enfin, voilà. Là, c'est pareil. Et je suppose qu'après chaque coup, il faisait amende honorable, sûr. il se faisait pardonner, il vous faisait un compliment pour faire oublier la violence. C'est-à-dire, pendant tout un temps, il regrettait les coups, et je pensais, moi, qu'il était sincère et victime, effectivement, de ses pulsions. Donc je me disais, il est malheureux de cette violence, et il veut s'amender, et si je l'aide, si je l'aime et si je le rends heureux, il cessera. Moi, je ne voulais qu'une chose, c'était retrouver le prince charmant que j'avais connu, me disant, il existe, s'il a disparu, c'est que je ne fais pas ce qu'il faut. Et donc, le matin, il y avait des rituels. Ne pas lui parler avant le café, aucune contrariété. Enfin, maman, vous vous en rendez même pas compte. Je disais aux enfants, allez dans votre chambre. Enfin, bon, on met en place un kit de survie. Et parce qu'on pense que c'est nous. Je me disais, je vais faire en sorte qu'il n'y ait aucun motif de tension, de discorde. Comme ça, il ne s'énervera pas, il restera charmant. Un jour, j'ai compris que c'était pas possible. Quand il vous violentait, ça laissait des marques sur votre corps. Comment vous le justifiez vis-à-vis de votre entourage? Mon entourage disait que j'étais tombée, que il m'a jetée dans une fenêtre. J'ai dit qu'il avait voulu refermer la porte, que je l'avais claquée et que la fenêtre m'était tombée dessus. Voilà, et puis c'est pareil, il ne me donnait pas des coups au visage et il faisait en sorte que ça ne se voit pas tant que ça. Et le coup de couteau, ça c'est bien vu. Mais le coup de couteau, moi-même, j'étais convaincue que c'était de ma faute. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était en train d'emménager, j'avais un couteau pour ouvrir un carton, il a voulu me le prendre. Et je lui ai dit non, mais je suis en train d'ouvrir ce carton. Et ça l'a énervé, il a arraché le couteau des mains, il m'a donné un coup de couteau dans le bras. Mais je me disais, oui, enfin bon, on s'est énervé. Je disais au médecin, non mais on s'est énervé et le couteau a dérapé. Et je le croyais. Enfin, je me mettais ça moi-même dans la tête. En fait, c'est ce que disait Marianne, c'est-à-dire que ce sont des micro-violences. Quand vous parliez de checklist, c'est-à-dire que moi, c'est pareil. Il fallait que la télécommande soit comme ça, il fallait que tous les soirs, il mangeait la même chose. Donc, il fallait que tous les soirs, il y ait exactement le même environnement. Donc, voilà, donc c'est vrai que... Sinon, c'était quoi? Sinon, ça se passait comment? Sinon, ça se passait, j'étais nulle. Il vous dévalorisait? Oui, j'étais un échec. Ouais. J'étais un échec ambulant de toute façon. Tout ce qui arrivait était de ma faute. Mais le problème, c'est qu'on a une bienveillance de mère. Et ça, on se comporte vis-à-vis d'eux comme une mère vis-à-vis de son enfant. Et donc, on a l'espoir qu'il va changer, évidemment qu'il va redevenir celui qu'on a connu. Puis, on a, comme quand on a un enfant et qu'on essaie de le faire grandir en lui apprenant les choses. Donc, on devient... Ouais, c'est un enfant ou c'est le syndrome de l'infirmière. Grâce à moi, il va être différent, il va aller mieux. C'est ça aussi, peut-être, oui, Samuel? Oui. Oui. Et effectivement, on entend beaucoup parler du prince charmant. En fait, c'est comme s'il y avait deux personnes dans la personnalité de l'auteur, comme s'il y avait un clivage avec un prince charmant et un monstre. Et du coup, le problème, c'est que même quand
on voit le monstre apparaître, et ben, on a encore envie d'y croire à ce prince charmant, qu'on idéalise probablement, avec cette idée que c'est son vrai lui, qui va finir par reprendre le dessus, et qu'on va... et du coup, ça devient très difficile de le quitter, parce que le quitter, ça devient renoncer au prince charmant, alors qu'on a encore envie d'y croire. C'est pas seulement le prince charmant qu'on va chercher, c'est l'image qu'il vous renvoie de vous-même aussi, Oui. enfin il me semble. Et puis en société, vous savez, tout se passe derrière les murs. On parle voilà, donc en fait, en société, il était merveilleux. Hein. Avec vous? Avec moi, il était formidable. Pardon, Sauf que de vis-à-vis temps en de vous temps, je sentais sa main qui me touchait un peu dans le dos. Et là, je me disais, ouf, je suis en train de dire quelque chose. Et j'avais l'impression d'avoir une sueur froide. Et je me disais, qu'est-ce que je vais prendre à la maison? Il ne m'a jamais frappée. Donc, C'était quand vous parliez de lui? non, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte d'euphorie. C'est-à-dire qu'on est sous cloche. On est tout le temps sous cloche. Et d'un seul coup, il vous met à l'aise dans un repas. Vous êtes avec des amis, vous avez bu un petit peu de vin. Et puis d'un seul coup, vous redevenez celle que vous étiez avant, c'est-à-dire rigolote, machin. Et peut-être que vous en faites trop, justement, parce qu'il y a cette euphorie. Et là, il le sait, lui. Hein. Et là, il vous fait juste un petit signe. Et vous savez qu'après, dans la voiture, ça va être terrible. Vous allez vous faire détruire. C'est-à-dire, tu as été nul, tu me fais honte, tu ne te rends pas compte, et puis alors tu n'arrêtes pas de raconter des choses sur ton travail, mais tu gagnes des cacahuètes, enfin, tout pour vous dévaloriser. Alors vous, Sylvie, vous avez même tenté de le quitter une fois. Vous l'avez quitté ou pas? Je l'ai quitté et je suis revenue. Ah, vous l'avez quitté à la suite de quoi? Il y À la avait suite eu, d'une grosse dispute où je me suis dit stop, là maintenant c'est plus possible, ça n'est plus possible. Et peut-être au moment où je pense que ça aurait pu basculer vers une violence physique. Et donc là je suis partie. Il se trouve que j'étais indépendante dans la mesure où j'avais un travail, donc j'étais indépendante financièrement. On n'a jamais été mariés, on n'a pas eu d'enfants et donc on était colocataires hein, en soi. Et je suis partie, je suis allée chez des amis et en fait il a appelé mes parents, il a joué sur la corde sensible et il a su trouver les mots pour me faire revenir, me promettant, m'écrivant une lettre avec tout ce que je lui reprochais. Il disait, bah voilà, par exemple, il n'aimait pas aller dans des restaurants italiens. Nous irons dans des restaurants italiens. Il mesurait mes robes. C'est-à-dire avant d'aller au travail, il mesurait la hauteur de ma robe pour savoir si c'était au-dessus du genou, pas au-dessus du genou, de combien et tout ça. Il me refermait mes boutons. Et il me dit, Très tu jaloux. pourras t'habiller. Oui, très jaloux. J'étais sa chose. Et donc, tu pourras t'habiller comme tu voudras. Voilà, donc c'était plein. Et vous l'avez cru, et cette je l'ai parole? cru. Je l'ai cru. Ouais, je l'ai cru. Et je l'ai cru. Et au début, c'était une sorte de lune de miel. C'est-à-dire que je suis revenue, j'ai retrouvé l'homme que j'avais connu au début. Pendant combien de temps? Ça a dû durer... ça a dû être très dur pour lui, parce que ça a dû durer 2 semaines à peu près, ou 3 semaines. C'était compliqué. Si vous deviez établir un portrait robot de ces hommes violents, vous les décririez comment? Alors, on peut retrouver des traits psychopathiques ou pervers dans les cas de violence physique ou psychologique, mais en fait, la plupart du temps, on retrouve des traits de personnalité paranoïaques. Parano, ça ne veut pas dire fou. Ça veut dire qu'en fait, on a une tendance à l'interprétativité. On va prêter des intentions négatives dans le comportement de l'autre. Ça peut être un regard, un sourire. Ça peut être dans le discours. Donc alors, ça se traduit comment concrètement? Ça Par va des être, adjectifs? par Jaloux? exemple, celui-là, tu l'as regardé, dis donc. Voilà, ça va être ce côté. Vous Donc, avez un jaloux. mauvais regard. Jaloux. Alors, la jalousie, effectivement, la rancune, la susceptibilité, la méfiance, la rigidité du caractère, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, les vécus persécutifs, à minima, c'est-à-dire, en fait, souvent, ça va concerner une certaine catégorie de personnes, par exemple les femmes. Et puis, en fait, les 2 dimensions les plus flagrantes, donc c'est l'aspect interprétatif. Donc, on va prêter des intentions à partir du comportement. Et puis, à partir de ces interprétations d'hostilité ou d'aspects négatifs, on va dire, on va y réagir de manière revendicative. C'est-à-dire, cette interprétation devient une certitude, et donc, je vais m'en défendre en étant agressif. Parce que sinon, j'ai l'impression de me soumettre, je ressens un sentiment d'injustice et d'impuissance. Au fond, ce sont des hommes ou des femmes qui ne s'aiment pas? Très souvent, oui. Mais même quand on parle de personnes narcissiques, souvent, les personnes narcissiques ne s'aiment pas beaucoup. J'ai entendu parler de contrôle. Il y a cette idée de j'ai peur qu'elle m'échappe. Donc, dans le fond, j'ai tellement pas de valeur que je ne parviendrai pas à la garder si je ne la mets pas en cage. Ouais. C'est une absence totale de confiance en soi, au fond.
au départ. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle est avec moi alors que je ne vaux rien? Si je ne vaux rien, si elle est avec moi, c'est qu'elle veut me tromper, c'est qu'elle veut tricher, c'est qu'elle veut mentir, c'est qu'elle veut me faire du mal. Sylvie, dans votre entourage, personne n'était alerté par ce que vous enduriez? Après, beaucoup de gens m'ont dit, on a senti que tu t'éteignais totalement. C'est-à-dire que Au fur et à mesure? Au fur et à mesure, oui. C'est comme une morsure de serpent, c'est-à-dire qu'ils tétanisent leur proie. Donc on ne peut plus parler. Et puis on a honte. On est là en train de parler de milieux privilégiés. Alors justement, ils avaient quelle image de votre couple? Vos amis, votre entourage? Quand vous sortiez, on disait quoi de votre couple? On disait, mais tu as tout pour être heureuse, tu te rends pas compte, tu as de l'argent, Et c'est vrai que je compensais énormément. Moi, je viens d'un milieu... Comment vous compensez? Je compensais en achetant des choses. Donc, j'arrêtais pas d'acheter des choses. Moi, je viens d'un milieu où l'argent, mon père est plutôt intellectuel, ma mère aussi. Je suis confrontée à ce moment-là à quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est de montrer sa réussite. Donc oui, femme un peu trophée. Enfin, ça fait... je me la joue en disant ça, mais c'est pas... Voilà, tu vas acheter ça, tu vas acheter ci, tu vas pas te montrer avec... Quoi, tu vas acheter? C'est lui qui vous donnait l'ordre d'aller vous acheter des choses ou vous le faisiez pour compenser un manque? Non, un exemple. Moi, je viens de Nice et à Nice, on achetait des sacs à l'époque en Italie qui étaient des faux. Et moi, ça m'allait très bien, donc je portais ça, j'étais très contente. C'est totalement interdit, je ne devrais pas dire ça à la télévision. C'est prescrit, c'est prescrit. C'est prescrit, bon d'accord. Et en fait, lui m'a fait jeter ce sac en me disant, mais non, non, non. Et on est allé dans le magasin, donc le vrai, et il m'en a acheté 4. Tout est possible. Et il vous le faisait payer comment après ça? Parce qu'après, il me disait, mais tu te rends pas compte tout l'argent que tu dépenses. Tu te rends pas compte. Tu es avec moi pour l'argent. Et c'est terrible parce qu'après, vous passez pour quelqu'un d'intéressé. Alors qu'à la base, c'était pas ça. C'est lui qui a instauré ce système où finalement, dès que j'achetais quelque chose, il fallait que j'aille dans les plus grands magasins pour les acheter et quand on sortait, il fallait que je porte tous mes bijoux. On aurait dit un sapin de Noël. Donc voilà. Et donc après... Et c'est là aussi le problème, c'est qu'au moment où on veut le quitter, on se dit, mais comment je vais faire sans tout ça? Parce que c'est tellement rentré dans votre cerveau que, alors que je venais pas du tout de ce milieu-là, enfin je venais d'un milieu bourgeois normal, mais d'un seul coup je me retrouvais avec, on pouvait partir en voyage, je sais pas où, quand on voulait. Donc il y a plus, c'est comme une différence entre un rêve et un projet, c'est-à-dire que j'avais plus de rêve. Marianne, c'était la même chose pour vous? Vous êtes vécue comme une femme trophée? Non, ça n'était pas tout à fait la même chose, même si j'entre beaucoup en résonance avec ce que dit Sylvie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vous vampirisent. Donc, ils ne sont pas capables d'être heureux, c'est quelque chose qui leur échappe. Donc, en général, ils vont effectivement vers des gens gays, heureux de vivre, etc. Et lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment m'éteindre. Mais en même temps, effectivement, il ne fallait pas que je lui fasse honte. Donc, il m'achetait des bijoux, des vêtements. Mais, alors, la différence, c'est que moi, il m'achetait des choses qui lui plaisaient à lui. Il a eu le temps, par exemple, de s'apercevoir que je ne portais jamais de verre. Il m'a toujours offert des tailleurs, etc., dans les tons verts, parce qu'il aimait beaucoup, ou dans les tons blanc cassé, gris, qui ne me va pas du tout au teint. Bon, il m'achetait des manteaux de fourrure. J'ai horreur de ça. Évidemment, le problème, c'est qu'il me disait, tu n'es jamais contente. Enfin, tu ne vas pas... Et puis, quand je disais, oui, enfin, il m'a acheté un manteau de fourrure, on me disait, oui, enfin, ça fait un peu, comme vous dites, un peu petite bourgeoise, et puis un peu, on vous achète un manteau de fourrure, vous n'êtes pas contente. Non, parce que c'est pas ça que je voulais. Et un jour, je lui avais dit, mais moi, ce que je veux... Vous vouliez quoi, vous? Je voulais qu'il m'offre un cadeau en me demandant mon avis, par exemple. Mais même des fleurs, même les fleurs. Il n'a jamais été fichu de m'offrir des roses. Il m'achetait des œillets que je n'aime pas. Bon, voilà. Et lui, il disait à tout le monde, mais elle a tout ce qu'elle veut, exactement comme vous. Elle a des bijoux, les enfants ne manquent de rien. Tout en me disant aussi que je dépensais beaucoup trop, que je ne savais pas tenir un budget. Moi, c'est pareil, il était très jaloux de plein de choses et de plein de gens, et il m'accusait toujours de le tromper avec 10 000 personnes. Un jour, comme je lui ai dit, mais vu l'enfer que tu me fais vivre, comment tu veux que j'ai l'ombre du début, de l'idée, même du temps? C'est une personne qu'on ne peut pas tromper. C'est impossible. Parce qu'ils occupent votre esprit en Ils permanence. occupent, ne serait-ce que pour, voilà, et puis ne serait-ce que pour désamorcer les crises. Ça nous occupe du moment où on a mis la clé dans la serrure jusqu'au lendemain matin où on referme la porte. Marc, quels sont les premiers réflexes à avoir lorsqu'on est confronté comme ça à un conjoint violent? Le premier réflexe à avoir, c'est celui qu'on n'a jamais, c'est de ne pas se dire « ça va passer »,
ne pas se dire c'est pas grave, ne pas se dire finalement je l'ai un peu mérité et il m'appartient d'eux, c'est de réagir immédiatement. Il faut se fier à la première intuition, à la première petite Au voix. premier constat, en fait, il faut essayer autant que faire se peut d'être objectif avec la situation qu'on vit. Et Dieu sait si c'est compliqué puisqu'on est complètement dedans, sous emprise, etc. C'est le premier coup, le premier geste, il ne faut pas le laisser passer. Jamais. Alors là, vous parlez du geste physique, mais moral. Ça commence par une violence psychologique, on l'a vu, une espèce de mise sous cloche, sous emprise. Donc il faudrait réagir dès les premières dévalorisations. En fait, si vous voulez, la perversion de la relation, elle va jusqu'à vous mettre dans une situation de suggestion matérielle aussi. Bien sûr. Et très souvent, les cas de violence psychologique avérés dans des couples, eh bien, il y a ce travail-là qui est fait de la part de celui qui agresse, de celui qui est l'auteur de ces faits, pour vous mettre dans une situation de dépendance. C'est comme de la drogue. Si vous n'avez jamais goûté à l'héroïne, vous ne serez jamais accro. Mais si je vous en colle dans les bras tous les jours, eh bien, quand je vous dis attention, je vais partir, ah mais j'aurai plus mon héroïne. Et quelque part, il y a une espèce d'addiction qui s'opère au comportement, quoi. Mais comme la drogue, ça commence par petites doses. Tout à fait. Donc c'est très compliqué, surtout dans les violences psychologiques, de savoir à quel moment on va vers l'overdose. Mais on n'est pas tous et toutes attirés par la drogue. Est-ce qu'on peut tous et toutes tomber dans ce genre de griffes? Il faut soi-même avoir un profil. Oui, il y a des profils qui se laissent attirer. On ne peut pas on peut pas facilement exercer une emprise sur n'importe qui. Ouais. Et souvent, ça va être sur des personnes qui vont avoir un aspect vulnérable ou influençable pour pouvoir exercer cette emprise avec. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Moi, je pense que tout le monde peut être manipulable par ce genre de perversité. Tout le monde. Des gens qui ont l'air très forts, qui ont un caractère très entier, qui sont des gens vivants, heureux de vivre. Oui, mais c'est pas parce qu'ils ont l'air très forts, qu'ils sont vivants, tout le monde heureux, qu'il n'y a pas des petites failles. Bien sûr. Mais les failles, j'allais dire, tout le monde en a. Moi, je pense que tout le monde peut tomber sous cette emprise. Moi, je pense que la différence caractéristique, c'est le temps qu'on y reste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, comme moi, mettent 10 ans à se désengluer, d'autres qui se désengluent jamais, et d'autres qui partent au bout de la première gifle ou même de la première remarque désagréable. Et ce sont effectivement ces gens-là qui ont raison, parce qu'il faut partir. Je pense que ce que Samuel veut dire, quand il vous dit, parce que le terme vulnérable, ça fait un peu bondir, c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, tout le monde a sa faille. Tout le monde a quelque chose. Et vous parliez tout à l'heure de cette image de la boule de terre avec l'infractuosité dans laquelle on va finir par gratter, quitte à faire exploser la boule. Mais c'est exactement ça, en fait. Et le challenge du pervers, il est là. Voilà. Il est de trouver de préférence une boule avec une toute petite faille, parce que si la faille est énorme, tout le monde peut s'y engouffrer, ça n'a aucun intérêt. Donc dans ce sens-là, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, et Samuel aussi. Mais il n'en reste pas moins que ce qui fait le talent, si j'ose m'exprimer ainsi, de ces gens, c'est leur capacité à trouver cette mini-faille dans laquelle ils vont pouvoir mettre les deux bras et finir par éclater, et éclater votre personnalité au point de vous rendre totalement dépendante à lui et ne plus dépendre que de lui pour tout. Voilà. Parce que vous avez mis 10 ans pour partir, Marianne, mais après être partie, vous avez mis combien d'années à vous sortir vraiment psychologiquement de la relation? Moi, je pensais en être sortie. J'ai refait ma vie, j'étais heureuse, enfin, tout va bien. Et un jour, j'ai été confrontée à cet ex-compagnon. Enfin, j'ai été obligée de le voir. Bon. Et ça a été une épreuve. Et je vous assure que j'en avais des sueurs froides. Vous auriez été prête à retomber dans ces filets? Ah non, certainement pas, mais j'avais peur. Ça réactive la peur. J'avais peur, ça réactivait une angoisse. Et pourtant, je l'ai vu dans un cadre avec du monde. Mais vous ne l'avez pas vu avec des yeux nouveaux, différents? Si, mais bien sûr que si. Mais vous n'avez pas vu quelqu'un de pitoyable? Mais j'ai vu quelqu'un qui continuait à me terroriser par sa simple présence. Le fait de le voir. Mais si vous voulez, moi, pendant des années, même l'avoir au téléphone, ça me faisait peur. Alors, rationnellement, je me disais, il va rien se passer au téléphone, au pire, il va te raccrocher au nez et t'insulter, ce qui n'est pas très grave en soi. Mais ça me mettait dans un état... Parce qu'il y a eu cette violence physique. Et moi, ce qui se passe, c'est que je m'inflige encore à moi-même ce qu'il m'infligeait. C'est ce que je disais tout à l'heure pour le poison. C'est-à-dire que, par exemple, il me disait, t'es moche, t'es grosse, t'es poilue et t'es bête. Il est évident que si je me regarde le bras,
eh ben, je vais trouver que je suis pollue, bon et je vais me trouver moche, et je vais me trouver bête. Donc, ça reste. C'est ça qui est terrible, c'est que ça reste. Mais à la vous différence, pensiez peut-être déjà de sûrement, vous avant. mais sûrement. C'est peut-être ça, ma faille. C'est ça, voilà. C'était Ah ça. oui, bien C'est ça les sûr. failles dans lesquelles on peut Bien sûr, s'engouffrer. bien Il sûr. faut qu'elles soient Mais je déjà connais peu de présentes. gens qui se trouvent belles, minces, Oui. Tout le monde, mais pas tout le monde est poilues, une et- victime Oh, il y en a. potentielle. des gens, Et ce ouais. que vous dites, c'est que justement, après, en fait, c'est comme si ça va valider, en fait. C'est-à-dire qu'il y a- Ouais. il y a cette petite niche dans laquelle Ça, on peut ouais. s'engouffrer, qu'on peut exploiter, on va taper là où ça fait mal, et après, ça reste. Oui, Il y a cette c'est voix ça. qui va vous persécuter par la suite et qui va vous dire, mais en fait, il va avoir raison. Bien sûr. Jusqu'où il est allé dans l'humiliation? Ah bah par exemple, je ne ronfle plus, mais à l'époque je ronflais. Et donc il me donnait des coups de pied pour que je sorte du lit. Parce qu'il disait qu'il se levait tôt le matin, donc j'avais droit à des coups de pied pour sortir du lit. Donc il fallait que je parte, alors j'allais dormir dans le canapé. Quand je voulais pas remplir mon devoir conjugal et qu'on était en vacances, je me retrouvais à dormir dans la baignoire de la salle de bain. Donc voilà, donc j'ai connu quand même des humiliations. Alors, si je peux me permettre, vous voyez ça, Sylvie, ce sont des violences physiques et pas psychologiques. Non, Ce sont des violences non. physiques. Et vous voyez, non mais je vous dis ça parce que moi, pendant très longtemps, j'ai dit il n'y a que des violences psychologiques. Bon, souvent, on ne veut pas le voir. Je pense que donner des coups de pied à quelqu'un pour le faire sortir du lit, c'est une violence physique. C'est certain. L'obliger à dormir dans une baignoire. Non, il n'est pas obligé. Enfin- C'est moi qui décidais de partir parce que je voulais m'échapper. Oui, mais de ce c'est vous lit. qui alliez dormir exprès dans la C'est baignoire. moi qui allais dormir exprès Oui. dans la baignoire. Oui, enfin, Ah oui. je crois quand même. Mais pardon, mais Ah non, il non, avait non, les non. moyens. Ah bah évidemment que j'aurais pas fait Oui. dormir dans le lit, mais je ne voulais pas Oui. partager la Mais couche voyez. de cette personne. Mais Voilà. il avait Donc les je moyens de vous partais. payer 4 sacs, il ne pouvait pas vous payer un petit Oui, lit mais dans ça, une c'est suite, pareil, c'est dans pareil, une c'est petite pareil. pièce. C'est pareil. ça, la violence Le contrôle économique, il est là. C'est-à-dire que c'est mon argent. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous confier à des amis ou à des proches pendant cette période? Sur la fin, oui. Mais pendant toute la première partie de mon histoire, non, absolument pas. Pourquoi vous aviez honte? J'avais trop. D'abord, j'en avais pas conscience. Vous savez, le problème, c'est qu'on a. Ok, c'est pour ça que je suis Vous heureuse êtes de tout à faire l'heure, partie de cette émission. C'est une que période de déni. voilà. Et puis je n'ai eu aucune information. J'aurais lu un livre, j'aurais rencontré un psychologue, j'aurais rencontré j'aurais écouté des témoignages. Je pense que je serais partie beaucoup plus tôt. Donc au début, on n'a pas conscience de cette emprise. Et puis il y a le problème, on a envie de les satisfaire. On a envie de leur faire plaisir parce qu'on se dit si on ne les satisfait pas, ça va déclencher une crise. On peut parler de réelle crise. Le problème, c'est qu'ils font tout pour qu'on ne puisse pas les satisfaire. C'est-à-dire qu'ils vont vous demander quelque chose, vous allez bien le faire, mais il va manquer quelque chose encore. Et encore, et encore, et encore. Et quand vous vous disputez, ils vous reprochent quelque chose, vous essayez de vous justifier sur une chose, et quand il va sentir que vous avez peut-être raison, hop, il va décaler sur autre chose. Et à la fin, vous avez l'impression d'avoir un essaim d'abeilles autour de vous, parce que vous voulez, essayer de clarifier tous les problèmes, et vous ne pouvez pas, il vous en empêche. Donc, alors, non, j'en ai pas parlé. à la fin, vous dites que vous avez eu le besoin de vous confier. Oui. Pourquoi? J'ai eu besoin, d'abord pour justifier mon départ, parce que beaucoup de gens m'ont dit mais tu es folle. C'est quelqu'un d'adorable, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui t'offrait tout ce que tu voulais, parce que surtout après il est passé lui pour une victime, c'est-à-dire auprès de tous nos amis, il est allé voir tous nos amis en disant mais vous vous rendez compte. Puis je passais quand même pour une folle. C'est-à-dire que le nombre de fois où j'étais un peu déprimée, où j'étais pas bien, où je sentais qu'une crise allait arriver et que j'étais devant des gens, ils disaient, vous savez, je la trouve un peu bizarre en ce moment. Elle est pas... Il y a un truc qui va pas. Et donc, tout de suite, quand je l'ai quitté, il est allé voir tout le monde en racontant des horreurs, mais des horreurs. Donc, il a fallu que je rétablisse la vérité. Et pourtant, j'avais beaucoup de pudeur et je voulais pas en parler. Alors, il y a l'une de vos amies à laquelle Oui. vous vous êtes confiée pendant cette période, qui est avec nous aujourd'hui, qui est dans le public. Bonjour Françoise, venez nous rejoindre sur le plateau. Alors, vous connaissez Sylvie, vous avez rencontré son compagnon à l'époque, à plusieurs reprises évidemment. Vous gardez quel souvenir de cet homme? Plutôt sympathique, adorable. Au fil de l'eau, je voyais bien effectivement que mon amie Sylvie, S'éteignait. au fil des années, s'éteignait. Tout à fait. Ouais. Donc, Vous avez cherché à en parler avec elle? non, pas vraiment, parce que le sujet n'était jamais vraiment. Je donnais le change, en fait. Oui, Ça. complètement. Oui, ouais. tu donnais toujours le change, mais je voyais bien
que la Sylvie, au bout de quelques années que je continuais de côtoyer, n'était pas la Sylvie que j'avais connue à l'époque. J'ai fait une tentative de suicide et puis j'étais boulimique. J'ai fait de la boulimie. Et tu donnais le change pour le coup, clairement. Ouais. Et vous avez eu des idées noires? Alors, moi, j'ai eu des idées noires, mais alors, c'est un peu affreux à dire. J'ai jamais eu l'idée de me tuer, mais j'ai eu l'idée de le tuer. Et alors, chose encore plus horrible, il a eu des problèmes de santé, oui, bon, assez graves. Et plusieurs fois, je me suis dit, s'il pouvait mourir... Ou alors il me quitte. Non, mais c'est affreux, je sais Non, mais bien, c'est comme dans mon roman. Il me disait, par exemple, je prends ma voiture, je m'en vais, de toute façon, je vais me suicider, parce que lui, en revanche, ça revenait assez souvent. Et je me disais, s'il pouvait s'enrouler autour d'un arbre et ne pas revenir, c'est horrible. Pardon, mais est-ce que vous l'avez aimé, cet homme? Avec le recul, je pense que je ne l'ai pas vraiment aimé, mais j'étais dans une confusion. Je pensais l'aimer. Vous avez aimé qu'il vous aime. Vous avez aimé l'idée qu'il vous aime, qu'il vous tende un miroir au début. Je pense que c'est ça. J'étais flattée, j'étais contente. Je me suis égarée moi-même, je pense. Et après, je me suis accrochée à cette idée en disant, mais si, je l'aime, voilà. Et vous, Sylvie, vous l'avez aimé? Oui, moi, je crois que je l'ai aimé, vraiment. Je ne sais pas combien de temps, mais oui, je l'ai aimé. Sinon, je pense que j'aurais pas pu rester avec lui, j'aurais pas pu essayer, puisque quand je t'en parlais, je l'aimais. Tu l'as aimé, pas dire. Et là encore, je continue, quand j'y repense, à lui trouver des excuses. C'est ça, donc trouver des excuses, et c'est des genres de personnes vis-à-vis desquelles on a du mal à éprouver de l'indifférence. Ils ont le chic pour engendrer toujours votre intérêt à leur égard. Oui, et en fait, c'est compliqué parce que pour beaucoup de victimes, de la manière que l'auteur peut être clivé, elles aussi, elles vont se cliver. C'est-à-dire que vous allez être deux, en fait, une qui voudrait partir et une qui est encore attachée. Et puis, ce qui va encore compliquer les choses, c'est que si l'emprise est bien ficelée, on va dire, c'est que finalement, paradoxalement, alors voilà, il y a de la peur, il y a de la détresse, mais paradoxalement, ça va créer un cadre, une forme de sécurité. Il y a quelqu'un qui pense pour vous et qui décide pour vous. Et donc, c'est économique, psychiquement, voilà. Et puis il y a cette idée de qu'est-ce que je vais devenir sans lui, comment je vais faire. Vous avez vu vos personnalités changer? Ah oui. Moi, de la même façon que Sylvie, j'ai une amie qui m'a dit un jour, tu es complètement éteinte. Et moi, c'est aussi une des choses qui m'ont poussée à partir, c'est que je n'aimais pas la femme que je devenais. C'est-à-dire que je devenais manipulatrice. Pareil, parce que je voulais tellement éviter les conflits, les crises, que je racontais n'importe quoi pour apaiser. Et puis, sa violence me contaminait. Et je me suis dit, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça, à devenir quelqu'un de violent, de manipulateur, qui raconte n'importe quoi pour avoir une soirée tranquille. Et j'ai pris un peu conscience de ça. Je me suis dit, je ne peux pas devenir cette personne. Est-ce qu'on aime la femme que l'on est en face de lui? Ça, c'est une question terrible qui peut engendrer bien des décisions. Alors, il est temps de faire une courte pause avant de poursuivre la discussion avec nos invités. Et si vous souhaitez réagir à l'émission, eh bien, vous pouvez vous connecter sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Toute une histoire. À tout de suite. Bientôt au programme de Toute une histoire. Depuis toute petite, je tombe amoureuse. Des invités qui ont un objectif très clair, mettre le grappin sur la perle rare. C'est mon rêve de petite fille, je veux rencontrer celui-là qui sera l'élu de mon cœur pour toujours. Pour peu qu'il me fasse rire et qu'il soit mignon, je vais avoir tout de suite envie de l'embrasser, de le ramener à la maison et de lui passer la bague au doigt, enfin voilà. En vrai cœur d'artichaut, ils fondent à chaque fois. J'ai été marié 3 fois et divorcé autant. Mais je ne regrette rien. Et j'ai quitté ma famille, j'ai quitté la région dans laquelle j'avais grandi pour un homme. Mais vous le connaissiez depuis combien de temps? 3 semaines. Non. Il y en a qui s'appelaient, il y en a à qui ça fait peur de voir une femme prête à tout par amour. Mais loin de l'idée de se décourager. Vous n'avez qu'un objectif. Trouver l'amour. Bon, le mariage, on arrête là, 3. Mais les femmes, je continuerai jusqu'au bout. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous êtes ce qu'on appelle un zèbre, une personne atteinte de troubles associés à la précocité. Vous avez toujours senti que vous étiez différent des autres, mais vous avez dû attendre des années avant qu'on ne diagnostique votre précocité. Vous avez été déclaré surdoué ou précoce alors que vous étiez très jeune et cela a beaucoup affecté votre évolution. Vous êtes parent d'un enfant à haut potentiel et votre quotidien est parfois difficile à gérer. S'il s'agit de votre histoire, contactez-nous au 0820 16
30 15 ou sur les réseaux sociaux. Valérie sera bientôt l'invitée spéciale de la rédaction. Elle s'est mise sur un site de rencontre. Il y a quelqu'un qui l'a harponné. Elle m'en a parlé vers octobre 2012. Et donc elle est partie en juin 2013. Elle devait sortir sur Paris le mercredi après-midi pour retrouver des amis. Elle m'envoie un message voilà, en me disant « Maman, c'est bon, je suis sur Paris, bisous, je t'aime ». Et je ne sais pas pourquoi ce « je t'aime », il m'a fait bizarre. On était vraiment très proches, fusionnels. Vous parlez au passé? Ben oui, je parle au passé puisque voilà, Léa est partie, elle avait 16 ans et demi de la maison, donc maintenant elle en a 19. Et puis la jeune fille, malheureusement, qui se trouve là-bas en Syrie, je ne la connais plus. Je ne saurais jamais si ma fille elle aura son bac, le travail qu'elle aurait pu faire, le fait de l'embrasser, de la serrer dans mes bras. C'est comme si voilà, je faisais le deuil de mon enfant qui est toujours vivant. Moi, ça fait 2 ans que je vis dans cette souffrance, excusez-moi. Je vous trouve déjà incroyablement forte. Merci. Le fait de se dire, de vouloir s'occuper de son enfant et de pas pouvoir, et se dire qu'on ne pourra peut-être jamais, nous, la faire revenir. Il ne faut plus que ces jeunes partent. Il ne faut plus. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. C'est un sujet tabou que nous abordons aujourd'hui avec nos invités, celui des violences conjugales au sein des milieux très favorisés. Sylvie et Marianne avaient en apparence une vie de rêve, mais en coulisses, elles vivaient un cauchemar sous l'emprise d'un homme violent. Elles ont gardé le silence pendant des années. Alors Sylvie, après des années de vie commune, vous avez commencé à ouvrir les yeux et puis il y a eu un élément déclencheur. Oui, j'ai eu un problème de santé et j'ai été amenée en urgence à l'hôpital, donc j'aurais pu mourir dans les 5-6 heures à peu près. Et j'ai un des médecins qui m'a dit « Écoutez madame, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais il faut en changer ». Et là... Pourquoi il vous a dit ça? Parce que j'avais des problèmes de nervosité, c'est-à-dire que c'était dû à la nervosité. Mes problèmes physiques étaient dus à la nervosité. Donc il s'est dit, elle doit vivre un grand stress. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il a croisé aussi mon ancien compagnon qui était venu me voir. Et quand il m'a dit ça, ça a fait une sorte de déclic. Le deuxième déclic, il a été quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, et c'est exactement au moment où j'ai décidé de le quitter, c'est que je suis partie avec des amis. C'était la première fois que je partais toute seule avec des amis. Il vous avait laissé partir? Il m'avait laissé partir. Et je suis allée dans... Il avait l'habitude de vous laisser partir avec des amis? Ah non, on était tout le temps ensemble. Il m'avait laissé partir parce qu'on était à table à un moment on était en couple, tous en couple, et les filles ont dit, ah, ben, on va se faire quelque chose entre filles. Et donc je ne pouvais pas ne pas faire partie de ça. Sinon il aurait avoué à ce moment-là qu'il avait une emprise sur moi. Ouais. Et donc on est partis et on était en Bretagne et je les entendais parler de leur vie et je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je savais que ça n'allait pas à ce moment-là. Mais tout ce qu'elles vivent, en fait, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est vrai aussi à l'intérieur. Donc je suis la seule à avoir le schéma de ce qu'on voit à l'extérieur n'est pas vrai à l'intérieur. Et je suis partie me baigner, et c'est très drôle parce qu'on dit, c'est comme un baptême, c'est-à-dire que je suis allée sous l'eau, je suis ressortie de l'eau, et c'était fini, j'avais l'impression d'avoir une armure sur moi, c'est-à-dire qu'aucun mot, aucun coup ne pouvait plus m'atteindre. Et quand je suis revenue et que je lui ai dit je m'en vais, il a ri aux éclats. Et il ne m'a pas prise au sérieux. Et donc, vous êtes vraiment partie? Et je suis vraiment partie. Alors Sylvie, vous êtes aujourd'hui une nouvelle femme épanouie dans votre vie amoureuse et professionnelle. Ces années d'emprise ont malgré tout laissé des traces et vous avez souhaité vous servir de votre parcours pour aider d'autres femmes. C'est aujourd'hui le combat de votre vie. On regarde ce reportage de la rédaction et on vous retrouve juste après. À Paris, dans le 16e arrondissement. C'est dans ce luxueux appartement que Sylvie vit depuis 10 ans avec son mari Pierre, un grand chef étoilé. À l'approche de ses 50 ans, elle est enfin sereine. Je suis très heureuse. Je suis avec un homme que j'aime. Mon mari m'apporte une forme de paix. Parce que on a des rapports qui sont très équilibrés, absolument pas conflictuels, un respect énorme auquel j'étais absolument pas habituée, et évidemment énormément d'amour. Pendant de nombreuses années, Sylvie a été victime de violences psychologiques de la part de son ex-conjoint. Mais grâce à l'écriture, elle a pu se reconstruire. Bonjour Sylvie. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Nathalie, son éditrice. C'est elle qui suit Sylvie depuis son premier roman consacré aux violences conjugales,
Entre les deux femmes, il s'est créé un réel lien d'amitié. En fait, ce que je me demande, c'est si je garde le personnage féminin ou pas, tu vois, entre les deux, parce que c'est une histoire d'amitié entre deux hommes. Tel que je te connais, les personnages vont être peut-être rocailleux ou durs, et tu auras besoin d'une touche féminine, ne serait-ce que pour mettre en valeur ce que tu veux dire avec tes personnages masculins. Le parcours de Sylvie m'a touchée parce que Sylvie a toujours voulu écrire et elle s'est lancée. Je crois que pour elle, c'était presque vital. Elle avait besoin de raconter son histoire. Je me suis dit que publier un livre sous cette forme romanesque permettrait à ces femmes de trouver un écho et un soutien. Ça représente un moyen d'expression. C'est pas un exutoire, ça m'a permis de structurer ma pensée, ça m'a permis aussi de passer à autre chose. Je te regarde ça, je te dis ce que j'en pense. Si tu préfères m'envoyer plutôt une centaine de pages quand t'es un peu plus avancé, c'est vraiment à la carte. L'écriture n'est pas la seule activité de Sylvie. Depuis 1 an, elle s'est engagée dans l'association Led by Her. L'objectif, aider les femmes qui, comme elle, ont été victimes de violences. J'ai vécu pendant des années avec ce qu'on peut appeler un pervers narcissique qui a failli me détruire. J'ai failli y passer plusieurs fois. Et j'avais le choix entre me dire ce que j'ai été à ce moment-là, c'est-à-dire pendant de nombreuses années, c'est moi, ou ce que j'étais avant et ce que je veux devenir après, c'est ça, moi. À quel moment vous avez eu le déclic? Enfin, à quel moment vous vous êtes dit, là, ça va pas, il faut que j'y aille? Il y a une chose qui est très importante, c'est que on a toute une petite voix qui parle et on l'écoute pas. Parce qu'on sent les choses, on sent qu'il y a un truc qui va pas. C'est juste que c'est pas normal ce qui se passe. Et c'est cette force-là qu'il faut aller chercher au fond de soi-même. Et le fait que vous soyez là aujourd'hui, bah, c'est que vous l'avez, quoi. J'ai trouvé le parcours de Sylvie extraordinaire, pleine de vie, pleine de force et pleine de leçons. Mais tout dans l'humilité. C'est juste extraordinaire, en fait, qu'elle ait réussi à s'en sortir comme ça et que elle s'est construite derrière. C'est un modèle. J'ai envie de bouffer la vie, quoi. Si aujourd'hui Sylvie se sent plus forte, c'est notamment grâce à Danielle, sa mère, qui l'a aidée à s'en sortir. C'est vrai que le premier soir, tu nous l'as présenté avec ton père, j'ai vu quelqu'un qui, d'abord, te correspondait pas du tout. Ouais, il était très gentil, il était trop poli, et puis par petites touches, par petites réflexions, par des attitudes, et surtout toi, qu'est-ce que tu avais changé, mon Dieu? Je sais. Qu'est-ce que tu avais changé? T'étais transformée. Mais je n'étais pas vraiment consciente de toute façon ce que je vivais, puis j'étais sous emprise, quoi. Devant nous, il exerçait son autorité. Ouais. C'est-à-dire, c'est ma chose, et j'en fais ce que je veux, et c'était très, très pénible. Ce qui est marrant, c'est surtout par rapport à la personne que j'étais avant, quoi. Il avait tissé une toile d'araignée autour de toi. Ouais. Et là, t'as l'impression que je suis redevenue celle que j'étais? Ah oui, complètement, absolument. Et je retrouve... Bon, ça, c'est aussi grâce à toi, hein, parce que tu m'as quand même... ramassé, quoi, hein, je dirais, après cette histoire. Hein. Et c'était un peu dur, quoi, mais bon. Hein, c'était très dur, mais enfin, je t'ai retrouvée. Voilà. Ouais. Tu as une insouciance maintenant, tout en ayant des responsabilités énormes, mais tu as cette légèreté que tu avais perdue. Voilà. Eh ben, t'as la légèreté, mon petit cœur. La chance d'avoir une maman formidable. Ouais. J'ai la chance d'avoir une maman, d'avoir des amis, d'avoir des gens autour de moi qui ont été formidables et qui le sont encore. Ouais. Ça a laissé quelle trace, cette histoire, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des vieux démons qui refont surface de temps en temps? J'ai essayé, oui, il y en a évidemment, mais j'ai essayé de faire confiance, j'ai pris le contre-pied, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire confiance aux autres. Je me suis dit, je suis tombée sur un spécimen terrible, j'ai peu de chances de retomber sur le même. Le problème, c'est qu'on devient quand même plus méfiante, non? À la moindre petite alerte, tout doit se remettre en place. Oui, tout à fait. Mais comme je le disais dans le reportage, j'ai eu la chance de retomber, de rencontrer quelqu'un de merveilleux. Donc en fait, voilà, j'ai perdu cette méfiance. Je l'ai dans l'amitié. C'est-à-dire que dans l'amitié, j'arrive à voir quelles sont les personnes toxiques. Mais aussi non. Mais quand on voit ce que je fais pour les femmes,
Vous savez, quand on écrit un roman, on ne peut pas se cacher derrière ce qu'on a écrit. Même si c'est un roman, il y a une part autobiographique. Et quand j'ai vu les lecteurs, les lectrices qui m'ont écrit, qui m'ont contacté et qui ont eu une honnêteté, une franchise sur les salons, en me racontant leur histoire, je me suis dit, attends, tu ne peux pas ne rien faire. C'est-à-dire que ça a eu un impact auprès de lecteurs qui me disaient, mais tu étais dans ma tête, quoi. C'est pas, vous étiez dans ma tête, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, réellement. Je peux pas rester dans mon coin. Et donc, je le fais avec Sophie Broca, qui est la préfète de Paris, Éric Lajarge. J'interviens auprès de commissaires de police, avec des avocats, pour informer, parce qu'il faut informer. Vous êtes d'accord, Marianne, avec ça? Oui, alors moi j'ai mis beaucoup de temps à faire confiance à nouveau, plutôt comme si j'en étais pas digne un peu. Et bon, moi c'est ce que... J'ai pas eu ce courage d'aller vers d'autres femmes vraiment. Je pense que je me sentais plus vulnérable, mais quand j'ai écrit mon livre, je l'ai fait justement dans cette optique pour aider, d'ailleurs moins pour aider les victimes, je me suis aperçue que pour aider les proches. Parce que quand mon livre est sorti, j'ai eu énormément de contacts de personnes qui m'ont dit j'ai une sœur, une fille, une amie, quelqu'un qui vit ça, qu'est-ce que vous me conseillez? Parce qu'à la fin de mon livre, j'avais mis une espèce de petit kit, de petit kit de survie, mais j'ai mis beaucoup de temps à faire confiance. Moi, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais j'ai l'impression que justement, j'ai une petite voix dans la tête. Moi, il suffit que je serre la main d'un homme pour savoir s'il est violent. Pour savoir s'il a... J'ai cette impression diffuse que... Pourquoi alors? Voilà. Donnez-nous des conseils pratiques. Alors, c'est difficile à expliquer. Non, mais c'est très difficile à expliquer. Mais bon, je dis toujours ça. J'avais un collègue de travail qui était charmant avec moi, qui n'a absolument jamais rien fait. Je le trouvais insupportable parce que je sentais à sa façon de... Dans sa gestuelle, sa façon de poser sa main sur moi ou sur les gens, sa façon d'être dans le compliment, mais un peu rabaissant quand même. Quelqu'un qui vous dit, c'était bien ton petit rapport, c'est bien le petit livre que tu as écrit. Vous voyez, ce sont des détails, mais qui me renvoient à quelque chose. Et j'ai appris par ailleurs... Alors, bon, c'est vrai que ce pauvre garçon n'avait jamais rien fait, mais enfin, des années après, on a appris que justement, il y avait eu un problème et ça ne m'étonnait pas du tout. Alors, on va saluer Chiara. Bonjour, Chiara. Bonjour. On vous a aperçu dans le reportage. Vous êtes la présidente de l'association Led by... Je vous laisse dire d'ailleurs. Led by Her. Led by Her. Pourquoi un nom anglais d'ailleurs? D'abord parce que je suis américaine. Donc c'est vous qui l'avez... Oui, exactement. C'est moi qui l'ai créé une fois que je suis arrivée en France. Justement parce que j'ai constaté qu'on sortait vraiment, pas vraiment les femmes de cycles de violence. Donc c'est comme ça que j'ai créé l'association, parce que je suis allée... j'ai dit, je m'engage comme bénévole dans d'autres associations pour les femmes. Et je vois qu'en fait, on ne leur offre pas grand-chose, à part l'hébergement, tout ce qui est service d'urgence, médical, psychologique, ce qui est très, très important. Mais après, comment est-ce qu'on reconstruit sa vie? Parce qu'il y a un avant et un après. C'est comme un peu la maladie que j'ai vécue. Il y a une période où on ne peut jamais retourner, et donc on doit se reconstruire de zéro. Et cet tremplin-là n'existe pas aujourd'hui. Alors justement, parmi les femmes que vous aidez, il y a Nathalie qui est avec nous aujourd'hui et que vous pouvez accueillir sur ce plateau. Et Nathalie, je sens que c'est pas facile pour vous d'être là aujourd'hui. Vous cherchez du soutien dans le regard de Sylvie. Nathalie, je te présente, je l'ai eue comme lectrice sur les réseaux sociaux. Elle a lu mon livre, on était sur un groupe. Et un jour, j'ai reçu de Nathalie, si je peux me permettre, une petite lettre en me disant « Aujourd'hui, j'ai la rage, je suis en colère, je m'en veux de n'avoir rien vu, rien compris. D'être tombée dans ce piège ignoble qui m'a vidée, effacée, détruite. Un viol intérieur mais sans trace visible, des coups à répétition mais sans échymose. Tout ce qui peut vous démolir à l'intérieur sans aucun doute pour l'extérieur. Comment ai-je pu être manipulée ainsi sans rien voir ni rien entendre ?» Et ça a fait écho et on est rentrés en contact et j'ai essayé de la soutenir. Alors là, tu peux y aller. Oui, c'est par l'intermédiaire d'un groupe d'entraide, en fait, sur des réseaux sociaux, que j'ai un jour mis un post sur le livre qu'avait écrit Sylvie.
Alors vous-même, vous avez subi des violences quoi, psychologiques? J'ai vécu sous une relation d'emprise. Avec combien d'années? De trop nombreuses années, très longues années. C'est pour ça que je rejoins tout à fait ce que j'ai pu entendre. Par contre, quand j'entends dire ce ne sont pas des Dr Jekyll et Mr Hyde, ils n'ont pas d'empathie. Il n'y a pas un bon et un mauvais. C'est un masque. Il y a le masque du séducteur, le prince charmant. Voilà, c'est ça. C'est que il parvient à vous faire croire que, en fait, il est l'homme idéal que vous attendez. Mais au fond, à l'intérieur, il y a rien de bon. Non. Ils sont dépourvus d'empathie, et quand ils témoignent d'une quelconque empathie, c'est pas dans un souci de partager ou de donner, c'est dans son propre intérêt, c'est du calcul. Ce qui est complètement différent. Donc il y a le masque du séducteur pour nous piéger, parce que la première chose, c'est quand même qu'on tombe amoureux. En général, ce sont de grands séducteurs, ces gens-là. Oui, mais c'est là où ça se complique, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on en parle comme s'il y avait un profil type de pervers narcissique. Une fois encore, c'est un mot qui est très souvent galvaudé. Et ensuite, il peut y avoir des traits pervers. Mais on ne va pas être à la fois manipulateur, sans empathie. On ne va pas avoir tous les symptômes à la fois. Heureusement que tous les pervers ne sont pas des très grands pervers manipulateurs et séducteurs. Et effectivement, il y a plusieurs cas de figure possibles. Et ils ne sont pas tous clivés non plus, d'ailleurs. Mais moi, je ne suis pas psychiatre ni psychologue. Je ne pose aucun diagnostic. Je n'ai pas les compétences pour. Par contre, voilà, ce côté... dont on a toute la même similitude, c'est que vous pouvez passer du statut de princesse à serpillière dans la même journée, dans la même heure. En quoi vous sentiez aidée par Sylvie? D'abord, j'ai lu son livre et j'ai posté, j'ai vu un post sur ce réseau fermé. Mais après? Et après, je lui ai adressé un message privé et elle s'est rapprochée de moi. Et en quoi elle vous aide? Elle m'aide dans la mesure où elle insuffle une réussite positive, en tous les cas, le fait qu'on peut s'en sortir. Marianne, justement, comment vous avez pris conscience que vous étiez sous l'emprise de cet homme et que vous ne pouviez pas continuer comme ça? Moi, curieusement, un peu comme Sylvie, j'ai eu un accident de santé où je suis restée toute seule. Et en sortant de là, je me suis dit, j'ai traversé ça seule, je n'ai plus besoin de lui. Il ne vous a pas accompagné ou vous n'avez pas voulu? Non, il ne m'a pas accompagnée. Non, il ne m'a pas accompagnée, il m'a laissée toute seule. C'était des circonstances extrêmement difficiles et ça a été très dur, mais quand je m'en suis sortie, c'était un peu comme vous. Je me suis dit, mais au fond, je n'ai pas besoin de lui. J'ai traversé quelque chose d'affreux, je peux m'en sortir sans lui. Alors, ça a été un premier déclic, mais il s'est écoulé encore un peu de temps. Et la deuxième fois, c'est parce qu'il m'a dit un jour qu'il était muté assez loin. Il était très content, on est parti au restaurant. Il m'a dit, voilà, tu vas quitter ton travail, nous allons partir là-bas, ça va être merveilleux. Et là, je me suis vue loin de tout, sans travail, plus d'amis, enfin totalement dans ses griffes. Et je me suis dit, mais je vais mourir, c'est pas possible. Et donc, je lui ai dit, vas-y, accepte ce travail, parce que moi, de toute façon, je vais te quitter. Et alors, moi, en revanche, il a compris tout de suite. Tout de suite, il a compris que c'était Parce que c'était la première fois que vous lui disiez aussi, peut-être? Peut-être que c'est la première fois que je le disais avec cette conviction, vraiment. Et alors, vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une vieille histoire. C'est pour ça que j'ai du recul dessus. Aujourd'hui, je suis heureuse, je vis avec quelqu'un qui est très gentil, avec qui je suis parfaitement heureuse et tout va bien. La reconstruction après une épreuve pareille, ça passe par quoi? Alors déjà, c'est possible. On a deux très beaux exemples de reconstruction. Comment vous disiez tout à l'heure, la personne de... Ressources. La personne ressource. La personne ressource. Donc oui, effectivement. Je pense à Marc Gégère, une personne ressource. Oui, effectivement, ça peut être un moyen de se reconstruire, c'est de trouver les bonnes personnes ressources qui vont pouvoir nous aider à se réapproprier soi-même, à s'affirmer, à mettre de la distance émotionnelle avec le persécuteur.
Et puis, il peut y avoir d'autres moyens, par exemple l'écriture. C'est un très très bon moyen, c'est une très bonne thérapie en fait. Ça vous a certainement permis d'extérioriser toutes ces émotions négatives sans imploser, c'est-à-dire tourner l'agressivité vers vous-même, ni exploser, c'est-à-dire agresser les autres. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et ce que je vous disais, c'est que moi, je ne vous perçois plus du tout victime. C'est-à-dire que vous vous affirmez, vous êtes combative, voilà, et j'ai pas du tout l'impression que vous êtes sans emprise, au contraire. Et puis le travail thérapeutique, ça peut être finalement, s'il a laissé une empreinte, ben, l'important c'est pas qu'est-ce qu'il a fait de moi, mais qu'est-ce que je vais faire moi-même de ce qu'il a fait de moi. Donc cette empreinte, il n'est pas question de l'effacer totalement, elle fait partie de votre histoire, mais de l'intégrer, la digérer. Merci à tous. Nathalie, j'espère que vous allez trouver ce chemin lumineux. Mais Sylvie me l'insuffle depuis plus d'1 an et je tiens à la remercier parce que c'est avec des femmes comme ça, des témoignages comme ça, que ça donne de l'espoir et qu'on arrive à s'en sortir. Et elle m'a vue, j'ai déjà fait un long chemin. Donc, Merci à tous, merci d'être venus nous voir. Nous espérons que vos témoignages serviront à d'autres femmes qui nous ont peut-être regardées aujourd'hui. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue dans lequel nous recevrons l'actrice Firmin Richard ainsi que Ki Yoon, une jeune humoriste qui monte. A tout de suite, merci. Merci beaucoup, merci à vous, merci. 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 Merci beaucoup, messieurs. Dans quelques minutes, dans l'Histoire continue... Bonjour, merci d'être là. Nous allons reprendre une conversation que nous avions démarrée avec Firmin Richard il y a 5 ans déjà. J'ai eu 3 succès. Roméo et Juliette, 8 femmes et la première étoile. Et cette fois-ci, nous allons lui présenter Ki Yoon, avec qui, c'est sûr, elle va se trouver pas mal de points communs. D'être sur scène, ça correspond à ce que j'avais imaginé, mais encore mieux. Et il se passe un truc magique, en fait.